Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires, les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons évoquer des pratiques visant à soutenir la résilience des fournisseurs de soins de longue durée. Je vais animer cette discussion depuis mon bureau dans mon domicile d'Ottawa. Je reconnais que mon bureau à Ottawa se situe sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Nous sommes heureux de proposer ce webinaire avec une interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez écouter la séance en français, sélectionnez Français sur le menu d'interprétation en bas de votre écran. Nous vous invitons à utiliser l'une ou l'autre langue officielle lorsque vous saisissez vos questions et vos commentaires dans la boîte de dialogue. Nous vous rappelons que cette séance sera enregistrée et qu'un sommaire sera publié afin que vous puissiez le fournir à vos collègues qui n'auraient pas pu assister à cette séance. Le programme et la série de webinaires sur les prochaines étapes dans les soins à longue durée est basé sur le rapport Repenser les soins aux personnes âgées, paru en juillet 2020, qui porte sur les pratiques exemplaires dans 6 domaines clés qui sont susceptibles de réduire le risque d'éclosion future de COVID-19 ou d'en atténuer les effets. En parlant de rapport, nous venons de publier un rapport de la Dr Carol Estabrooks et de l'équipe de l'Université de l'Alberta qui porte sur la résilience des fournisseurs de soins de longue durée pendant la pandémie de COVID-19. Le thème de notre webinaire aujourd'hui, vous pouvez prendre connaissance du texte intégral du rapport sur notre site web sous la rubrique ressources SLD+, et pratiques prometteuses. Nous avons également publié un rapport de concert avec le Nova Scotia Centre on Aging portant sur la présence des familles et les communications avec les familles dans les SLD. Ce rapport a été en vedette dans le webinaire de la semaine dernière. Des liens avec ces deux rapports seront affichés dans la boîte de dialogue pendant la séance d'aujourd'hui. Comme d'habitude, nous sommes heureux de fournir ce programme en partenariat avec plusieurs partenaires de partout au pays, y compris le BC Patient and Safety and Quality Council, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, et la Fondation CMA. Je suis heureuse de vous présenter notre conférencière, la Dr Carol Estabrooks, qui est professeure à la faculté de soins infirmiers de l'Université de l'Alberta. Elle est directrice scientifique de l'étude longitudinale pan-canadienne Translating Research in Elder Care, ou TREC. Elle est lauréate de plusieurs prix et distinctions, notamment l'Ordre du Canada et le prix Betty Havens pour la traduction de la connaissance sur le vieillissement. Elle est membre de la Société royale du Canada, de l'Académie canadienne des sciences de la santé, de l'American Academy of Nurses et de l'Académie canadienne des infirmières. Merci beaucoup pour cette aimable présentation. Je suis très heureuse de me trouver en votre compagnie. Je vois que nous sommes nombreux. Il est troublant de faire un exposé à un groupe nombreux sans connaître les réactions de mon auditoire. Je serai heureuse de pouvoir, une fois de plus, faire des exposés en public, quoique je ne m'attends pas à ce que cela se produise bientôt. Je vais vous parler aujourd'hui, à un niveau très général, du rapport commandé par ESC à notre équipe. Avant de commencer, je voudrais remercier Don McLeod, Christina Weiss et Sandra Young qui ont rédigé l'essentiel du rapport. Sans eux, nous ne serions pas ici. Je vais évoquer rapidement les répercussions de la COVID-19 en fonction de l'étude pour laquelle nous achevons de recueillir les données. Nous allons vous expliquer ce que nous avons fait, ce que nous avons entendu et quelques observations sur les signes avant-coureurs de pratiques prometteuses. Voici quelques observations très générales. Le ministère de la Santé de l'Alberta nous a commandé une étude sur l'impact de la COVID en collaboration avec le Manitoba et la Nouvelle-Écosse. Cette étude comportait plusieurs éléments. Un volet qualitatif en début d'année. Nous sommes sur le point de réaliser une vaste enquête sur les répercussions de la COVID-19 sur le personnel en SLD. Enquête qui arrive à point, car nous venons de prélever une vaste quantité de données sur le terrain avant que le secteur ne fût confiné en raison de la COVID. Quelques conclusions de notre étude qui n'étonneront personne.
mais qui préfigure les pratiques prometteuses dont il a été question. Le degré de détresse des personnels entraîné par la détresse des résidents est l'impact numéro 1 dans notre travail qualitatif. Cette pandémie a été particulièrement difficile, non seulement pour les résidents et leurs familles, mais pour le personnel de première ligne. La politique interdisant de travailler dans plus d'un lieu de travail était une épée à double tranchant, chez nous au moins. Elle a procuré certains avantages, mais elle a également réduit le revenu de plusieurs personnes. Je ne veux pas banaliser la question, il s'agit en fait de la bonne réponse. La réponse se situe au niveau de la charge de travail et de la dotation en personnel. Je dis que c'était presque toujours au moins la bonne réponse, car c'était le fil conducteur partout dans le réseau, qu'il s'agissait de pénurie d'approvisionnement, d'indisponibilité, de perte d'un bassin de personnel temporaire. Le problème de dotation en personnel existait avant la COVID et a été exacerbé à un degré extrême pendant la pandémie. La communication représentait un thème important au niveau de l'impact. Une bonne communication a permis de travailler plus facilement, une communication médiocre moins facilement. La communication ou l'absence de celle-ci avec le personnel de première ligne pouvait représenter un problème ou un réel avantage. L'impact sur la santé mentale du personnel de première ligne, et par le personnel de première ligne, j'entends les gestionnaires et l'effectif autorisé et non réglementé, était considérable. Nous nous sommes efforcés de le quantifier dans le cadre de notre enquête, mais notre travail sur ce point n'est pas encore terminé. L'on a évoqué à toutes sortes de niveaux le lourd tribut affectif prélevé par la pandémie, mais en revanche, le système a révélé un degré important de résilience, notamment grâce au travail d'équipe qui a procuré aux intervenants un soutien de la part de leurs pairs, de la part de leurs gestionnaires. Voilà quelques aperçus très généraux tirés des entrevues que nous avons réalisées, que nous nous efforçons actuellement de distiller. Et comme je l'ai dit, ces constatations préfigurent les pratiques prometteuses que nous avons dégagées. Notre objectif, justement, je ne m'y attarderai pas, nous avons réalisé des entrevues semi-structurées avec 13 dirigeants en soins de longue durée dans 7 provinces et territoires, 7 chercheurs et 5 courtiers du savoir de 3 provinces. Il convient de noter que 17 chercheurs n'ont pas répondu à nos sollicitations faute de trouver matière à nous parler, compte tenu des questions que nous entendions leur poser. Cela me laisse à croire que nous nous trouvons face à une absence préexistante d'un effectif de chercheurs adéquats qui font un travail appliqué sur les soins de longue durée, mais également un travail portant sur les interventions et l'évaluation de celles-ci, sur les innovations et l'évaluation de celles-ci. Il s'agit d'une constatation que nous avons faite dès le stade du recrutement de nos interlocuteurs. Qu'est-ce que ces derniers nous ont dit? D'abord, les dirigeants. Le texte du rapport en ligne entre dans le détail de l'identité des répondants, si c'est intéressant pour vous. Selon tout ce que j'ai lu et les entrevues que nous avons réalisées dans le cadre de cette étude et dans la réalisation d'autres études, c'est que les personnes que nous avons interrogées ne sont pas atypiques des personnes du secteur des soins de longue durée. Je suis donc raisonnablement convaincu que nos conclusions sont représentatives. Premier thème, thème dominant, le leadership manifeste. Une ou deux citations des dirigeants du secteur. Continuez de nous présenter en uniforme pour travailler sur le plancher, toujours visible et disponible. Nous sommes assurés que le soutien téléphonique était offert 24 heures sur 24 pour tous les cas du travail ainsi que la fin de semaine, que les dirigeants étaient sur place. Il ne s'agissait pas nécessairement de la réponse typique dans l'ensemble du secteur, mais quand ce genre de soutien a été donné, les personnels de première ligne, dans d'autres contextes, nous avaient déjà dit qu'il revêtait une importance critique. Il est raisonnable de dire que
les personnels de première ligne ont distingué deux groupes de dirigeants, ceux qui étaient visibles et ceux qui l'étaient moins. Il y a beaucoup de raisons qui amènent des dirigeants à être moins visibles, mais le fait de se présenter, de se retrousser les manches, d'être présent pour les personnels, ce n'est pas que les gestionnaires faisaient toujours des choses qui relevaient du génie. C'était simplement que le personnel de première ligne se sentait reconnu, épaulé, valorisé, ne se sentait pas seul. C'est ressorti de nombreuses entrevues que nous avons réalisées dans le cadre de la rédaction de ce rapport et dans d'autres projets. Se présenter pour tous les quarts de travail ainsi que la fin de semaine, je le dis comme si c'était facile à faire. Dans le cadre d'autres études, nous avons constaté que les gestionnaires de soins, les administrateurs, ont peut-être été les plus durement touchés au niveau de leur santé mentale. Comme vous le savez, les gestionnaires sont pris en tenaille entre leurs supérieurs et leurs subordonnés, les familles, les communautés. Ces cadres se trouvent dans une situation extrêmement difficile. Pour ceux qui pouvaient être présents, c'était très, très important. La communication transparente à tous les niveaux s'inscrit également dans les stratégies qui sont ressorties. Des rencontres avec petits groupes, des caucus, des prises de contact en début de quart, en fin de quart. Tous ces éléments personnels qui ont aidé le personnel à se sentir vu, entendu et compris ont dominé les réponses à nos questions. Dans certains cas, il y avait des stratégies, comme nous le verrons, plus structurées quant aux mesures que les dirigeants pouvaient prendre pour soutenir les personnels. Voici un modèle qui nous est venu du Yukon, qui était en place avant la pandémie. Ce modèle a été boosté et développé pendant la pandémie. Ce sont des choses très simples. Être présent, ne pas être avare de compliments, d'informations et de commentaires, poser des questions sincères et efficaces, élaborer une approche calme et prudente, déléguer de manière intentionnelle et appropriée. C'est facile à dire, peut-être moins à faire. Il y a une question que nous n'avons pas posée, mais nous avons constaté cela dans d'autres cas, c'est que tout le monde dans l'ensemble du secteur a travaillé au-delà de l'étendue de ses responsabilités, ce qui a bien souvent été extrêmement utile pour les foyers, presque tous. Bien souvent, cela a apporté une satisfaction supplémentaire aux personnes qui accomplissaient des gestes différents. Voilà mon chat qui ne se présente jamais, sauf si je suis sur Zoom. Mais parfois, travaillant à l'extérieur de ses compétences habituelles, était encore une fois une épée à double tranchant. Certains groupes considéraient que le travail le plus banal, le plus dur leur était réservé, alors que d'autres personnes qui étaient d'habitude moins visibles ont pu se charger du travail plus valorisant, notamment le soutien aux familles, le soutien affectif aux résidents. L'efficacité de l'équipe était un autre grand thème. Créer un climat de sécurité psychologique et sociale, des mises au point régulières, plutôt que de songer à des situations en termes disciplinaires. Il s'était agi de remplacer ces processus par des occasions d'apprentissage, d'amélioration, un soutien en cas de deuil. Il y a eu beaucoup de pratiques et de rites de deuil qui ont été perturbés. Je pense qu'il y a donc un certain nombre de processus de deuil qui ne sont pas entièrement pris en charge dans le secteur des foyers de soins de longue durée. La promotion de la diversité, de l'inclusion et de la compétence culturelle et la flexibilité pour donner aux aides-soignants le sentiment d'avoir plus de contrôle sur leur travail. Les aides-soignants préposés aux soins personnels ou autres sentent souvent qu'ils ne maîtrisent pas leur travail. La plupart des dirigeants que nous avons interrogés nous ont dit qu'ils s'étaient éloignés d'une approche hiérarchique traditionnelle pour envisager de nouvelles approches, de nouveaux organigrammes qui encourageraient les membres du personnel à intervenir.
Les séances sur la prise en charge du deuil et de la perte étaient un thème commun. Parfois, il y avait une hésitation au niveau du personnel non réglementé, aide de soins, PSP, en première ligne, une réticence à participer à ce genre de groupe, ce genre de séance. Il y avait une réticence considérable à l'égard, c'est ce que nous avons retiré de cette étude et d'autres études, à l'égard, dirais-je, de, à l'égard des programmes d'aide aux employés dans la plupart des lieux de travail qui étaient considérés comme étant inefficaces ou non pertinents. Les personnels de première ligne se sont tournés vers leur foi, vers leur famille, vers leur équipe, vers d'autres groupes pour rétablir un lien, pour se sentir soutenus. Ceci laisse à croire, non pas nécessairement que nous devrions nous débarrasser des PAE, mais peut-être repenser leur structure, surtout dans la foulée de la pandémie. J'ai évoqué donc l'étendue des attributions. Beaucoup de dirigeants ont tâché de donner à chaque personne la possibilité d'exercer sa pratique professionnelle dans toute son envergure possible, dans tout son périmètre possible. Mais ce périmètre varie selon chaque groupe, selon chaque profession. Plusieurs groupes nous ont parlé, c'est d'ailleurs une conséquence de la pénurie de personnel, les, les personnels de première ligne, mais les infirmières autorisées étaient tellement occupées à répondre aux besoins essentiels, fondamentaux. Vous vous rappelez la hiérarchie de Maslow, la sécurité physique, hydratation, alimentation, hygiène. Il n'était pas possible d'aller au-delà de ce travail. Ce qu'il leur fallait, c'était une aide dans ces tâches essentielles. Parfois, mais pas toujours, les personnels de première ligne considéraient que d'autres personnes les aidaient avec d'autres tâches, mais pas nécessairement avec celles-là. La reconnaissance est très, très important. Voici un site où on a demandé aux familles leur avis et cette demande a suscité une réponse très considérable sous forme de billets, de récits, de poèmes. Et cela a eu un impact majeur sur le personnel qui s'est senti valorisé et apprécié. Le fait de ne pas se sentir valorisé et apprécié, pour tout le monde, c'est difficile, mais pour ce groupe-là, en première ligne, pendant une pandémie, lorsque les conditions de travail étaient parfois presque intolérables, c'était particulièrement important. Voici une façon créative pour un foyer de procéder à cette reconnaissance. Il y avait toutes sortes de mesures qui ont été prises au plan de la formation. La formation, c'est souvent la première solution quand on ne sait pas quoi faire. Mais ici, il ne s'agissait pas de formation classique. On a essayé toutes sortes de choses, des simulations pour tâcher de déterminer quoi faire et quand, des contrats de court terme avec des experts en santé mentale et émotionnelle, en soutien, pour dispenser des formations courtes juste à temps sur la santé mentale, le deuil, la perte, la résilience face à l'épuisement. Un groupe au Nouveau-Brunswick a évoqué l'utilité d'une personne dédiée à l'éducation pour intégrer ces formations courtes dans le flux de travail. Beaucoup de sites ont déclaré qu'ils avaient augmenté la fréquence de leurs caucus et quelques-uns ont signalé la possibilité pour tout le personnel d'animer les caucus sur tous les PSP ou aides de soins. Il ne s'agissait pas uniquement de partager des informations dans le cadre de ces caucus, mais de permettre au personnel d'avoir son mot à dire dans les décisions. Cet échange bidirectionnel est très important. Certains sites sont revenus à des rencontres plus didactiques du personnel, mais je crois qu'il y aurait une possibilité de se demander quelles sont les procédures d'urgence que nous avons mises en place, que nous devrions conserver. Certaines équipes de direction ont mis en place des programmes obligatoires de formation pour tous les titulaires de postes de maîtrise ou de supervision afin de les préparer à reconnaître comment les gens se présentent au travail et lorsqu'ils sont en bonne santé ou en mauvaise santé. Ce programme qui a commencé au Yukon
donne également aux superviseurs des stratégies pour soutenir le personnel ainsi que des informations sur les liens avec d'autres ressources. Cela avait déjà commencé avant la pandémie, mais cela a été accru pendant la pandémie. Voilà une observation importante. Ceux qui avaient quelque chose en devenir avant la pandémie ont été en mesure de mobiliser cela plus rapidement. Quand on commence à partir de zéro, c'est plus difficile. Et cela dans quoi que ce soit, bien sûr. Beaucoup des sites ont évoqué des programmes de bien-être. Certains en avaient et ont pu les mobiliser davantage. D'autres ont dû les créer. Un foyer en Nouvelle-Écosse a parlé de construire un gymnase avec matériel et agrès sur place. Il y avait des discussions sur les défis en matière de santé. Un pourcentage important du personnel a participé à ce programme qui a été utile non seulement pour faciliter les activités, la santé mentale, mais comme activité permettant d'établir des liens. Des foyers de soins de longue durée ont également fait participer le résident à un programme de mobilité. Il s'agissait de se promener dans l'ensemble du Canada. Il existe des applis qui permettent de franchir d'un bout à l'autre la piste Cabot ou d'autres pistes célèbres. Une attention accrue à la protection de la santé mentale des prestataires. Un groupe britannique a financé des formations pour le personnel portant sur la sécurité et le bien-être en milieu de travail et a constaté que les aptitudes de collaboration acquises par les gestionnaires ont donné aux aides de soins et au PSP une voix au chapitre. Certains fournisseurs ont utilisé des consultants externes, des conseillers spirituels. D'autres ont estimé qu'il était plus pertinent pour les personnels que les personnes à l'interne convoquent ces séances plutôt que de recourir à des fournisseurs externes. Les PSP et aides de soins en première ligne nous ont dit qu'elles hésitaient parfois face à la professionnalisation ou à la surprofessionnalisation de l'assistance venue de l'extérieur. Donc, quand nous parlons aux chercheurs, l'information n'était pas aussi riche simplement parce qu'il n'y avait pas autant de chercheurs que nous avons trouvés qui pouvaient nous fournir des éléments utiles. Tout d'abord, Bonnie Laskowitz à Calgary s'occupe des soutiens en santé mentale pour prévenir les préjudices moraux. Elle travaille sur une trousse de soins électroniques. Il y a un chercheur à l'Université de la Colombie-Britannique qui envisage un outil d'établissement des horaires. Et Sienna Casper à l'Université de Lethbridge travaille depuis quelque temps à un changement de culture viable et durable qui vise à former et outiller les aides-soignants pour améliorer la prestation de soins. Cela n'est pas différent de ce que notre groupe étudie. Généralement parlant, et certainement dans les travaux de la professeure Caspar, il apparaît que lorsque le personnel participe au changement, influence celui-ci, plutôt que d'estimer qu'il le subit, ils sont plus créatifs et plus productifs. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire en pratique de façon durable, certainement. Nous animons plusieurs initiatives. Celle qui est la plus pertinente pour la COVID consiste en une modeste innovation qui a tout de même une grande envergure, visant à proposer des pratiques d'autonomie pour les PSP et aides-soignants pour gérer le stress. Il y a un certain volet de formation. On y acquiert une aptitude de respiration spécifique. Nous allons voir si nous pouvons démontrer celle-ci. Nous savons qu'il y a beaucoup de données montrant que ces techniques fonctionnent, mais pouvons-nous démontrer comment elles fonctionnent et si elles fonctionnent auprès de cette population qui tâche de gérer une vie et des horaires de travail extrêmement complexes. Les chercheurs ont la réputation d'administrer leurs tests au sein de populations qui ne sont pas nécessairement pertinentes pour des secteurs comme les soins de longue durée. Il existe un certain nombre de travaux qui a été fait auprès de médecins, c'est important,
mais relativement parlant, il y a peu de médecins dans les SLD par opposition aux aides-soignantes, aux infirmières et au personnel allié. Parfois, mais pas toujours, les infirmières professionnelles sont étudiées, mais lorsqu'elles sont étudiées, c'est souvent en milieu hospitalier, ce qui est très, très différent, comme vous le savez. Nous avons réalisé un ou deux essais plus rigoureux du soutien des gestionnaires pour améliorer les performances et pour appuyer les aides de soins ou les PSP afin qu'ils puissent mener des améliorations. Si nous en avons le temps, je vais évoquer plus tard pourquoi cela peut avoir un lien avec la COVID et ce qui arrive au personnel à ce moment-là. L'Ontario a une initiative TLC for LTC, acronyme astucieux, un programme d'appréciation pour remercier les efforts du personnel de SLD. Un autre groupe a adopté pour l'Ontario la norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Il ne s'agit pas d'un groupe, en fait, c'est adopté dans l'ensemble de l'Ontario. Programme de réduction du stress axé sur la pleine conscience a été offert à plusieurs endroits, des salles de réflexion, des lieux conçus pour honorer les pratiques spirituelles, appuyer la transition après le décès d'un résident. Ça, c'est un service qui semble avoir été particulièrement bien reçu. Bon, j'ai passé en revue ces diapositives très, très rapidement, mais si je devais faire des observations sommaires en fonction de notre recension de la littérature au début du projet, une rapide revue récente et sur la base des conversations que nous avons eues avec des dirigeants de foyers de soins de longue durée, je dirais qu'un leadership accessible, authentique, allié à une prise de décision participative était la clé. Ensuite, apprendre continuellement, s'améliorer, faire en sorte que l'apprentissage ne soit aucunement punitif, modifier les structures hiérarchiques traditionnelles afin de créer des cultures plus justes où règne la confiance. Quand on parle de culture organisationnelle, on constate qu'elle comporte beaucoup de volets, et puis une meilleure participation et plus authentique à la prise de décision concernant les soins, ce qui donne une raison d'être, améliorant subséquemment l'expérience des résidents. Il serait difficile de trop insister sur l'importance, même dans les foyers les plus ravagés, l'importance, dis-je, pour le personnel d'estimer qu'il participe à la prise de décision. Et l'on en revient au thème de communication. La communication fréquente dans les deux sens, le fait de savoir pourquoi les choses sont ainsi ou pourquoi est-ce que nous le savons, le fait d'essayer de s'en tirer une bonne partie des communications, pas l'intégralité, mais une bonne partie des communications émanait des médecins hygiénistes qui arrivaient souvent un vendredi après-midi, parfois très difficile au foyer de suivre ces préconisations. L'offre de moyens sûrs et solidaires pour discuter d'expériences personnelles avec des collègues de confiance. Il s'agissait de discussions dirigées, pas spontanées, oui, c'est important, mais il s'agissait, par exemple, de mettre à profit les salles de réflexion, le soutien entre pairs, une formation juste à temps, des caucus, des webinaires, des cours ponctuels, super courts pour préparer les gens à répondre à la pandémie, mais également pour en savoir davantage sur la manière de se prendre soin d'elle-même avec compassion. Nous avons constaté dans la littérature qui est très, très pauvre pour l'instant, nous avons repéré que 4 études qui portent sur l'impact sur la santé mentale des personnels de soins de longue durée. La littérature est très brouillonne à l'heure actuelle. Beaucoup de choses qui ont été faites et publiées ont été improvisées en pleine pandémie. Ces petits rapports sont problématiques à bien des égards. Nous commençons à peine à constater l'apparition de rapports plus systématiques en disant est-ce que la pleine conscience, ça aide vraiment, par exemple? Est-ce que les caucus, ça aide? Ça aide pour presque tout. C'est utilisé dans la plupart des secteurs. Est-ce que les soins de compassion sont une stratégie efficace? Est-ce que
Bon, quel type de stratégie de respiration? Combien souvent faut-il amener les gens à respirer? Avec quelle fréquence? Dans quelle mesure? Quel genre de PAE ont été utiles? Lorsque les PAE ne sont pas utiles, pourquoi ne le sont-ils pas? Les chercheurs n'ont pas l'habitude de réagir dans des conditions de pandémie. Ils font de leur mieux, mais d'ici 24 mois, je crois que nous allons assister à la concrétisation d'un certain nombre d'éléments qui ne seront peut-être pas radicaux ni nouveaux, mais qui nous aideront à comprendre les éléments non seulement qui sont prometteurs, mais qui sont le plus efficaces. 25% des rapports actuels proviennent de Chine, ce qui est normal parce que c'est le premier pays frappé par la pandémie. Le deuxième pays en importance pour la production de recherche, c'est le Canada. La COVID a créé des conditions différentes au niveau de la réaction au SRAS, par exemple, à d'autres événements tragiques, à d'autres grandes perturbations. La COVID a été différente. Il importe de comprendre les distinctions et les différences. Donc, la comparaison avec les événements passés est pertinente. Mais l'une des différences les plus importantes, c'est la durée de la pandémie de COVID, avec les hauts, les bas, la stabilisation, un nouveau variant. En fonction de ce que nous constatons, il semble que c'est l'une des caractéristiques de la COVID qui alourdit les conséquences sur les personnes qui se demandent quand est-ce que les choses vont changer. Voilà ma dernière diapositive d'observation, je pense. Ah non, j'en ai encore. Il nous faut un soutien coordonné pour le secteur. C'est absolument évident. Je viens d'évoquer longuement l'identification des pratiques les plus prometteuses afin que les gens attribuent leurs ressources limitées à ceux qui rapportent le plus de résultats, les meilleurs résultats. Et enfin, j'ai dit que les recherches sont extrêmement limitées. Merci pour votre attention. J'ai passé cette présentation en revue très rapidement, mais je serai heureuse de répondre à vos questions. Le rapport que vous trouverez sur le site de HEC est relativement cohérent et vous permettra de trouver des pistes d'approfondissement si vous le souhaitez. Merci, Dr. Esther Brooks, et merci d'avoir passé en revue un bref sommaire de votre rapport, mais qui ne laisse pas d'être pertinent et qui, je pense, a trouvé un écho auprès de nos auditeurs. Je voudrais vous remercier d'avoir reconnu à quel point il a été difficile de vivre les quelques derniers mois dans ce secteur. Je vous en remercie. Tout d'abord, un commentaire. Dans la diapositive 15, vous avez évoqué la sûreté psychologique. On commande que c'est un élément très important, l'importance de la sécurité psychologique, une assistance pour développer ce travail. Beaucoup de remerciements dans la boîte de dialogue. Alors, je vais commencer par la première question. Vous avez évoqué l'étude sur l'étendue des compétences réalisées par TREC. Dans quelle mesure ceci étaye-t-il les compétences des aides de soins? Nous avions des années de données sur l'épuisement à tous les niveaux du personnel. Il n'est pas étonnant que, surtout pour le personnel de première ligne, il y a des niveaux d'épuisement déjà inquiétants, même avant la pandémie. Mais il y a également une échelle dans la mesure de l'épuisement qui montre que l'efficacité professionnelle parvient à un niveau très élevé. Par l'efficacité professionnelle, c'est le sentiment que l'on a que son travail fait une différence, est important et nécessaire. Tout le monde dans les SLD affiche des scores élevés, mais les PSB et aides de soins ont des chiffres tout à fait exceptionnels. Nous en sommes venus, après plusieurs péripéties, à une étude sur la portée des compétences professionnelles qui a pris de l'ampleur
et qui nous a amené à constater l'expérience suivante. Lorsque l'on habilite les aides de soins et les PSP, toutes sortes de choses littéralement magiques peuvent se produire. Pas toujours. Parfois, il peut falloir une orientation, un soutien. Mais le mécanisme, par exemple, dans une initiative d'amélioration des aides de soins ont animé des projets d'amélioration, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des douzaines de manières de donner des possibilités, des moyens d'intervenir avec les aides de soins, de leur donner également les mots pour le dire. Parfois, les professionnels adorent parler dans un langage exclusif. C'est le seul moment dans ma carrière, j'ai une longue carrière, où je suis entré dans une salle à l'occasion d'un caucus d'apprentissage où j'ai pu sentir et voir l'effet de la stratégie sur les participants. En tout, depuis le maintien littéralement jusqu'à la mobilisation, l'enthousiasme et toutes sortes d'idées très originales qui ressortaient. Nous connaissons tous ce genre de sentiments et c'est ce que les gestionnaires cherchent à réaliser, cherchent à favoriser. Quand vous éprouvez ce genre de sentiments, cela vous rend plus résilient, cela constitue un tampon qui atténue la dureté de la conjoncture. Donc, dans d'autres études, d'autres projets, d'autres mesures, c'est quelque chose que nous n'avons peut-être pas toujours étudié d'aussi près dans les soins de longue durée pour toutes sortes de raisons et que nous allons pouvoir développer davantage à présent. Maintenant que nous voyons la fécondité de cette piste. Le moment est-il venu de mettre de côté le leadership hiérarchique et de passer à un leadership marqué de la compassion? Je dirais oui, ce serait la réponse courte. Je pense vraiment que la hiérarchie rigide ne marche pas. Nous en possédons des preuves assez concluantes. Ce n'est pas une alternative, il s'agit d'une combinaison. Nous savons que c'est ainsi que fonctionne la qualité. Il faut travailler à partir du sommet et de la base, faute de quoi on ne réussit pas. Il faut que quelqu'un soit responsable de différents éléments. Mais il y a beaucoup de marge pour intégrer beaucoup plus de leadership de la base. Au niveau des unités, nous savons très bien que c'est dans les unités que la qualité se concrétise. Système de supervision clinique, par exemple, c'est là que se produit le contact entre le personnel et les résidents. C'est la première ligne, c'est la fine pointe. Et si les membres du personnel qui sont en contact avec les résidents n'ont pas leur mot à dire, ne font pas partie d'un leadership distribué, je pense que nous constatons dans la pandémie que cela peut être très problématique. Et c'est en partie ce qui se produit lorsque les gestionnaires ont pu être présents sur le terrain, rencontrer les membres du personnel, profiter de certaines de leurs idées. Je crois que le leadership entièrement hiérarchique n'a peut-être jamais vraiment fonctionné, mais en tout cas ne fonctionne plus désormais. Ensuite, un commentaire. Excellente présentation. Nous avons du pain sur la planche en tant que leader et chercheurs, mais vous nous proposez des pistes, ce pourquoi nous vous remercions. Question. Est-ce qu'il y a des données sur l'expérience des médecins dans les soins de longue durée et les pratiques prometteuses pour les soutenir? Dans les entrevues, on ne nous a rien dit à ce sujet. Nous n'avons pas posé la question spécifiquement. Je n'ai pas vu grand-chose, voire rien, dans la littérature sur les SLD au sujet des médecins. Il y a beaucoup d'études sur les milieux hospitaliers. L'un des deux essais en cours au Canada, à ma connaissance, porte sur le soutien des médecins, lesquels ont bien sûr besoin de soutien. Mais la pratique des médecins se développe différemment dans les soins de longue durée que dans les soins intensifs ou les urgences. Dans certains cas, il y avait des foyers où tout se faisait virtuellement. Si même il y avait des soins virtuels dans les premiers stades, premières étapes, dans d'autres foyers, il n'y a pas beaucoup de contact physique avec les médecins. Dans d'autres cas, je crois que c'est probablement
une bonne pratique. Dans d'autres cas, les infirmières praticiennes sont mises à contribution. Donc la réponse courte, c'est non. On ne nous a pas dit grand-chose, mais je n'ai pas vu beaucoup de littérature à ce sujet dans le SLD. Dans les milieux hospitaliers, les services d'urgence, les soins intensifs, il y a eu beaucoup d'études et nous allons en voir publier beaucoup. La question suivante, compte tenu de votre expérience et de votre expertise, à quel point pensez-vous qu'il est important d'améliorer la communication entre les résidents des foyers de soins de longue durée et leurs fournisseurs de soins en améliorant leur santé sensorielle, soins de l'ouïe, soins de la vision, afin de réduire le fardeau de soins? Est-ce que la santé sensorielle des résidents a été soulevée? La question n'a pas été soulevée dans ces entrevues. Elle l'a été dans les autres entrevues auxquelles j'ai fait allusion au début de cette année. Et la question s'est posée en 2020 lorsque nous avons publié le rapport sur le rétablissement de la conscience de la Société royale. Les personnes âgées vivent une perte sensorielle et les personnes atteintes de démence ont une perte d'aptitude sensorielle et de capacité de traitement. On les isole et puis tout le monde s'habille dans des combinaisons effrayantes. C'est horrible. Je ne puis imaginer à quel point cela peut être anxiogène, effrayant et propice à la confusion. Les aides-soignants le savent, tous ceux qui sont en première ligne le savaient, en parlaient dans ces autres entrevues. Il s'agit d'un gros problème dans le meilleur des cas, et ce problème a été amplifié d'un ou deux ordres de grandeur pendant la COVID. C'était un énorme problème pour les adultes plus âgés atteints de démence, c'est-à-dire la plus grande partie de la population dans les foyers de soins de longue durée. Jusqu'à 80% des résidents présentent un certain degré de déficience cognitive. 65% ont un diagnostic de démence, mais nous savons que les diagnostics sont souvent insuffisants. C'est un grand problème. Je pourrais parler pendant une demi-heure de ce problème extrêmement épineux. Comment dispenser des services aux gens? Bon nombre de ces services sont privés, ils coûtent assez cher, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se les procurer. Comment ne pas perdre les lunettes, les prothèses dentaires, les prothèses auditives? On ne peut pas se présenter dans un foyer, peut-être qu'on le pourrait si on avait un foyer où tout était parfait, cela paraîtrait peut-être différent, mais normalement, il s'agit de l'un des problèmes cachés, qui n'est pas caché pour les résidents et les proches, mais qui n'est pas visible au niveau des dossiers, au niveau des statistiques sur la sécurité. Il n'y a pas de réponse simple. Je voudrais que tous les thérapeutes, ergothérapeutes et autres thérapeutes au Canada entament une croisade pour aider les personnes qui souffrent de pertes sensorielles. C'est un domaine très, très important. Beaucoup de nos équipes travaillent dans ce domaine également. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est une priorité. Une personne écrit « Merci, Dr. Estabrook, pour cette présentation qui nous donne beaucoup de matière à réflexion. J'ai hâte de lire votre rapport. Pourquoi pensez-vous que les soutiens actuels en matière de santé mentale ne sont pas appliqués davantage? Nous investissons beaucoup d'efforts dans la mise à jour des normes de soins de longue durée et la mise au point d'une nouvelle norme. Que pouvons-nous apprendre de l'application de la norme précédente? Si par les mesures de soutien habituelles en santé mentale, la personne fait allusion au PAE, il s'agit des normes de santé mentale qui sont appliquées en Ontario. Ah, que pouvons-nous tirer? Pardon, pourriez-vous répéter la question? J'avais la tête ailleurs. Oui, je la répète. Donc, pourquoi pensez-vous que les mesures de soutien mental actuelles et les normes en milieu de travail ne sont pas appliquées davantage? Je pense que c'est une allusion aux normes qui s'appliquaient dans l'Ontario. Nous investissons beaucoup d'efforts dans la révision des normes sur les SLD et l'élaboration de la première norme de CSA. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'application de cette norme antérieure? Eh bien, c'est une question délicate.
La réponse simple, c'est que nous n'avons pas donné la priorité à ces normes. Nous ne les avons pas valorisées. Une autre réponse simple, mais terriblement délicate, c'est que peu importe à quel point la norme est merveilleuse et bien équilibrée, si elle n'est pas appliquée. Je sais que les gens qui travaillent sur la norme pan-canadienne, c'est une question avec laquelle ils sont aux prises. C'est une chose d'avoir des normes, mais il y a beaucoup d'autres phases dans la mise en œuvre. Est-ce que les ressources sont présentes? Est-ce qu'il y a la volonté politique, administrative? Est-ce que ces normes ont du bon sens? Est-ce qu'elles interpellent les personnels de première ligne? Est-ce que les gestionnaires de soins, comment les considèrent-ils? C'est encore une obligation qui m'est imposée puisque l'industrie est déjà très réglementée. Ce n'est pas que les normes sont mal faites. Toutes les normes qui sont en cours de révision seront beaucoup améliorées et enrichies. Je pense que les normes antérieures étaient bonnes. Dans certains cas, elles étaient peut-être trop rares et trop schématiques. Parfois, les normes ne sont pas réalistes, mais dans la plupart des cas, s'agissant des normes qui sont en cours de préparation, ces dernières seront appropriées, mais cela ne signifie pas qu'il y a des ressources appropriées. La santé mentale est un problème énorme au Canada. Une personne normale qui vit à domicile a des problèmes énormes pour accéder à des services de santé mentale. Si vous avez un enfant, c'est encore plus difficile. Donc, les services de santé mentale pour les personnels des services des établissements de soins de longue durée n'ont pas été une priorité. Mais ce qui m'inquiète, et beaucoup d'autres personnes, bon, tout le monde s'inquiète. Dans certains cas, on parle de la vague de démission. On s'inquiète à l'idée que le personnel à tous les niveaux est tellement stressé que lorsque la situation se tassera, il y aura un exode. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais je sais que ce genre de stress est un stress issu de trauma, a un impact physique sur le cerveau et le corps et entraîne des effets à long terme qui ne disparaissent pas lorsque l'événement est terminé. Nous devons mieux faire, mais comment allons-nous mieux faire? C'est une question complexe. En définitive, le citoyen moyen doit s'exprimer aux urnes, mais ce n'est pas un cheminement direct vers le changement. C'est très important. Et les personnes âgées, on m'a dit que la plupart des gouvernements, même s'ils ne l'affirment pas, tremblent un peu à l'idée que les personnes âgées votent en bloc. C'est le plus important bloc de voix au pays. On me le dit et je me demande comment est-ce que cela va nous aider. Même si les personnes âgées votent, les choses ne vont pas nécessairement changer, mais c'est une dimension. Et puis, il nous faut déployer des efforts sincères au niveau des différents organismes qui convertissent une norme quelque peu idéale à une réalité dans un foyer. Quand j'étais étudiante infirmière, il y a 1000 ans, on m'a appris le modèle de Maslow. Et le cours le plus frappant que j'ai jamais entendu, j'avais posé des questions, je ne semblais peut-être pas tellement rapide, et la professeure m'a regardé et m'a dit, Carole, vous ne pouvez pas dispenser des soins psychologiques à un cadavre. Et je me suis dit, ah, c'est vrai, il faut que je donne, que je classe mes tâches en priorité. Bon, c'est exagéré, bien sûr, c'est une caricature, mais il faut que nous déterminions nos priorités. Il est difficile de le faire à l'heure actuelle. Je crois que la santé mentale et affective du milieu de travail, de l'effectif en milieu de travail, est très important parce que si nous perdons un groupe important au niveau des gestionnaires, le secteur des soins de longue durée connaîtra beaucoup de difficultés. Je crois que dans le pays, nous ne sommes pas suffisamment préparés, nous n'avons pas préparé nos cadres, qui sont des infirmières. Historiquement, on a dit, bon, telle infirmière est une bonne clinicienne, bombardons-la gestionnaire. 2 semaines plus tard, vous avez le vertige. C'est un travail difficile que le travail de gestionnaire, quel que soit le secteur, mais dans ce secteur-ci en particulier.
Il s'agit d'un travail particulièrement difficile. Je suis conscient du fait que, même si je siège au Comité national de normalisation, nous ne devons pas paraître demander aux gens de faire l'impossible. Nous avons donc du travail à faire de concert avec d'autres organismes au pays pour trouver moyen de parvenir à des normes qui sont non pas des sources de difficultés, mais des sources d'inspiration. Ensuite, merci d'avoir fait participer le personnel de première ligne dans votre travail et les aides soignants. Les caucus utilisés dans le travail des prescriptions des antipsychotiques, inauguré à Calgary en 2012 avec Cynthia Sinclair, il y a eu beaucoup d'augmentation de la cohésion grâce à ces caucus. Question portant sur le soutien par les pairs. Vu que le soutien par les pairs a été considéré comme un moyen choisi pour les aides-soignantes de gérer le stress et le deuil, est-ce que les wobble rooms dans des milieux de soins actifs pourraient être utiles dans les soins de longue durée? Peut-être, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un wobble room. Je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un wobble room. Moi non plus. Peut-être que la personne qui a posé la question pourrait ajouter des détails dans la boîte de dialogue. J'espère que nous aurons le temps d'y revenir. La question suivante. Le leadership de service qui rapporte d'énormes dividendes, surtout avec le nouvel effectif. C'était vrai pendant les quelques 20 derniers mois. Donc, un commentaire si vous avez des réflexions à ce sujet. Non, je n'ai rien à dire au-delà de ce que j'ai dit. Je pense que c'est conforme à ce que nous disons. Dans certaines de mes recherches, l'inclusion des PSP dans le cadre de l'équipe interprofessionnelle a été considérée comme utile aussi bien pour les PSP que pour d'autres membres de l'équipe. Donc, beaucoup d'appréciation pour la contribution des PSP, notant leur perspective unique. Beaucoup de vos recherches portent sur les PSP également. Est-ce que vous avez constaté des indications que le soutien par les pairs pourrait être considéré comme un déchargement sur les autres, sur les collègues du fardeau? Les personnes qui ont soulevé la question ont évoqué cet élément positivement. Nous l'avons constaté parce que cela faisait partie de notre travail, mais c'est un élément important. Je crois que les gens ont besoin d'outils. Je ne veux pas dire de sécurité, mais ni de surveillance, mais l'environnement dans lequel ce soutien est dispensé et recherché, sollicité, est important. Il ne serait peut-être pas inutile de songer à une facilitation des groupes de soutien entre pairs. Nous les avons vus transformer en expérience assez négative. Rappelez-vous, c'était un groupe de personnes qui, d'abord, sont extraordinairement résilientes, mais qui, à l'heure actuelle, et même si l'on ne ressent pas encore l'impact, qui sont traumatisées. Je suis très, très adepte des outils. Pas trop de facilitation, mais une certaine quantité. Qui doit s'en occuper? Les commentaires, c'est important. Il faut être conscient du fait que ça ne va pas se produire beaucoup, mais quand on a un de ces petits cycles de déchargement, il faut interrompre cela. Et moi, je parle de quelque chose qui est très évolué, très sophistiqué dans un environnement où l'on doit parer aux urgences. Il m'est facile de parler. Je crois que Don McLeod, qui travaille avec moi, est en ligne, mais s'il l'est, il aurait peut-être quelque chose à dire au niveau de la façon de faciliter cela, d'animer cela. Il a fait beaucoup, beaucoup de facilitation pour nous. S'il ne l'est pas, nous pourrions peut-être faire un suivi parce que c'est une question importante. Bien sûr. Catherine vient d'en revenir au sujet de la Wobble Room. Il s'agit d'une salle tranquille où les personnes, les membres du personnel peuvent prendre une pause.
lorsqu'elles se retrouvent en situation de wobble. Excellent terme. Oui, c'est très important parce que l'une des choses les plus difficiles à trouver dans un établissement de soins de longue durée, c'est un bref répit, quelques minutes de tranquillité, de solitude. Certains de ces immeubles ne sont pas du tout conçus de cette manière. Il s'agit d'une pratique importante, ce qui serait conforme avec l'idée des salles de réflexion. Dans certains cas, il y a des chapelles, mais ce n'est pas partout qu'il y a une petite chapelle. Donc oui, tout à fait. Il s'agit d'encourager les gens à prendre une pause rapidement, à se recueillir, à renouer avec la sérénité. Le terme de wobble en anglais, hein, vaciller. Combien d'entre nous ne nous sommes pas sentis vaciller depuis 20 mois? Mais dans ce secteur, je pense que les personnels vivent sous la menace constante du vacillement, surtout lorsque les vagues sont à leur crête. Bien souvent, on est plein d'espoir que les choses vont se tasser, et puis un nouveau variant apparaît. Lorsque ces nouveaux variants déferlent, c'est comme un coup de bélier à cet espoir. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils trouvaient cela très difficile. Encore une quatrième vague, encore un variant, encore un rappel. Je crois que c'est difficile pour la population, tout particulièrement pour les gens dans les soins de longue durée. Alors, je vais tâcher de combiner les deux dernières questions en une seule afin que nous ayons le temps de répondre à toutes. Donc, pour en revenir au déficit sensoriel chez les résidents dans les SLD, est-ce que vous pensez que ça a un rôle dans l'effondrement des communications et l'isolement social et les défis au niveau des santé mentale? Et si oui, quelles sont les possibilités de formation pour les soignants et le personnel? Est-ce que le COVID a changé cela? Et puis, ou pensez-vous que la thérapie musicale et d'autres interventions non pharmacothérapeutiques peuvent intervenir? Comment les rétablissons-nous dans les foyers? Voilà une question assez vaste. À un niveau superficiel, au niveau sensoriel, je crois que dans certains cas, nous avons peut-être appris, dans certains cas, pas nécessairement les soins de longue durée, il y a des façons d'utiliser l'EPI qui n'est pas aussi intimidant. Donc, il y a un matériel que nous pouvons utiliser comme les masques transparents. Je crois que nous n'avons pas vu surgir les problèmes d'ouïe parce que la voix est étouffée par le masque. Bien sûr que cela a joué un rôle. L'isolement, un rapport est apparu en 2020 dans le Washington Post, selon lequel, sur une période de 6 mois, en 2020, il y avait eu 13 000 décès excédentaires aux États-Unis à cause d'affections relatives à la COVID. Les certificats de naissance parlent de démence, mais 13 000 de ces cas, dont les certificats de naissance affichent la démence, sont décédés à cause de l'isolement entraîné par la COVID. C'était une étude très, très, très bien réalisée des données des CDC. Donc, je crois que nous devons fondamentalement nous demander, pendant la COVID, on ne s'est jamais demandé qu'est-ce que nous allons faire si tout le monde doit s'habiller dans une combinaison et si les gens sont dans l'isolement, ne remarcheront peut-être plus jamais. Il faut on confine les gens dans leur chambre, on ne les laisse pas sortir. Ça, c'est une contention physique et c'est tout à fait contraire à ce que nous estimons approprié dans la plupart des situations de soins de longue durée. Moi, je suis très, très favorable aux interventions non pharmacologiques. Nous administrons beaucoup de médicaments aux personnes dans les SLD, même s'il ne s'agit pas d'antipsychotiques. Il y a énormément de choses que nous pouvons faire, mais la question, c'est de savoir, d'abord, tout le monde a les ressources pour faire, est-ce que tout le monde a les ressources pour tout faire? Donc, la musique, la texture, l'art, tous ces éléments qui apportent une signification et un peu de joie dans la vie, il faut que ces interventions soient présentes en temps normal, mais comment les récupérer? Je ne sais pas. Il y faudra des efforts parce que nous devons stabiliser la dotation en personnel. C'est basique.
il faut stabiliser la dotation en personnel. Et puis ensuite, il faut comprendre, et tout le monde ici présent le comprend, mais le monde en général ne le comprend pas. Ce sont des foyers, ce ne sont pas des hôpitaux de soins chroniques qui ne sont pas censés en être. Ce sont des foyers. C'est là où vous allez pour vivre les dernières phases de votre vie. Vous méritez, en tant que citoyen canadien âgé, de vivre avec une certaine paix. Et cela peut paraître vraiment basique, mais c'est ce que tout le monde veut. Mais on ne peut pas répondre à ces besoins s'il n'y en a pas suffisamment de personnel et si le modèle est médicalisé, ce qui est encore le cas, parce que c'est ainsi que le veut la réglementation et c'est ainsi que fonctionne la qualité. Donc, je n'ai pas de réponse, mais je crois que nous devons trouver une réponse et nous devons donner la priorité à l'intégration d'un plus grand nombre d'éléments propres à un foyer. Nous devons repenser les éléments de risque. Moi, je serais très favorable à ce que vous et vos 14 000 contacts participent à la prochaine ronde de préparation des normes. Il y aura des réunions publiques et ainsi de suite. Pas tellement pour les personnes rédigeant les normes, mais pour faire transmettre le message que les gens s'en soucient. Le fait que des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'enquête sur les normes, au sondage sur les normes, c'est très important au pays. Vous pouvez le dire aux politiciens, 16 000 personnes ont pris le temps de répondre à une enquête. Je pense que les gens s'intéressent à cette question. Donc, je suis désolé de ne pas avoir une réponse claire, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse facile. Il y a beaucoup de gens qui sont très créatifs, faisant participer certains des plus jeunes pour développer les capacités dans les soins de longue durée, tandis que nous réalisons ce problème parce qu'ils comprennent les choses plus rapidement de toute façon. Merci beaucoup, Dr. Estabrook, pour cette heure très agréable que nous avons passée ensemble. Je suis sûr que tout le monde a hâte de relire votre rapport. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette conversation. Il y a une ou deux questions que nous avons peut-être ratées, donc nous allons faire un suivi et y répondre tout à l'heure. En parlant des normes nationales sur les soins de santé, notre prochain atelier dans la série virtuelle, le 17 janvier, fera participer le Dr Samir Sinha, où il va faire une mise à jour sur les nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée, lesquelles vont faire l'objet d'une consultation. Alors, merci beaucoup à tous. Merci de bien vouloir répondre à notre sondage. Je vous souhaite une excellente continuation.